Et on continue pour cette 7e édition du Retail Day. On va se poser une question intéressante. Quel rôle, surtout en ce moment avec l'évolution du marché de l'énergie, qui est un sujet dont tout le monde parle, eh bien quel rôle pour les fournisseurs alternatifs dans le nouveau marché de l'énergie? J'ai le plaisir de recevoir Gaël Joly. Bonjour Gaël. Bonjour Marc. Merci d'être venu. Tu rappelles que tu es directeur général de Mint. Alors, on a pas mal de questions à te poser, surtout en ce moment avec le contexte. La crise énergétique, bon, évidemment, a profondément bouleversé le paysage du secteur. Elle a mis sous tension les modèles économiques, elle a fragilisé certains acteurs, remis en question la place des fournisseurs alternatifs dans l'équilibre de marché. Aujourd'hui, on voit très bien que le contexte est en train d'évoluer. Et dans ce contexte, on a l'impression, et tu vas nous répondre et nous dire si on a raison, que la question n'est plus tellement la question de la compétitivité tarifaire, même si c'est important, mais celle du rôle que peuvent jouer les acteurs comme toi, indépendants dans la durée. Mint s'est historiquement positionné comme un fournisseur alternatif d'énergie. Aujourd'hui, vous êtes face à un enjeu stratégique qui est d'émerger, et vous l'avez fait, de créer de la valeur, de vous inscrire dans la durée dans un marché de l'énergie en recomposition. Et j'ai envie de te poser déjà la première question. Comment tu définirais aujourd'hui le modèle de Mint, alors qu'on a vu récemment que vous êtes passé d'un statut de fournisseur B2C à celui d'acteur maintenant pour les entreprises? Ok, ouais, rebonjour. Voilà. Effectivement, notre rôle aujourd'hui, notre modèle, c'est fortifié en se diversifiant, et en se diversifiant, on est devenu plus résilient, c'est-à-dire que historiquement, depuis 2017, on sert le B2C en énergie. Petit rappel, c'est que depuis l'année 2000, on sert le marché du particulier d'abord dans le télécom. C'est ça. 2017. C'est de là que vous venez. Voilà, c'est de là qu'on vient, donc on a quand même 26 ans aujourd'hui. D'expérience de B2C. B2C. En 2000, suite à la crise, on a décidé de se diversifier vers le B2B pour avoir deux business models différents mais complémentaires. Donc, je pense qu'on va en reparler plus en détail plus tard, mais aujourd'hui on se positionne donc comme un acteur global, toujours avec les mêmes valeurs axées sur l'accompagnement, l'adaptabilité, la transparence et l'engagement. On est là pour la transition énergétique, pour accompagner nos clients dans la transition. Et justement, notre rôle, c'est de continuer ce changement pour aller de fournisseurs d'énergie vers fournisseurs d'économie d'énergie. C'est comme ça qu'on se voit aujourd'hui. C'est une phrase en 3 mots, et chaque mot importe. Important, voilà notre positionnement aujourd'hui. Alors, tu vas nous expliquer ce qu'est l'ARENH, et bien évidemment, on va vers la fin de l'ARENH. Est-ce que ça va être une rupture dans la manière dont les Français vont consommer et payer leur énergie? Alors, la rupture est totale. Totale. Totale, je veux dire, elle est totale au fait que depuis début 2026, elle est actée. On le sait depuis de nombreuses années que ça allait arriver. Là où précédemment, les prix de marché étaient basés à 40% sur les prix réglementés de l'ARENH, à 40 € du mégawattheure. Aujourd'hui, les prix de marché auxquels tous les fournisseurs, y compris EDF en tant que fournisseur, se fournit, sont 100% basés sur les prix de marché. D'accord. Donc c'est un changement important pour les clients, mais nous on le voit comme une opportunité en fait, en tant que fournisseur, d'amener des offres qui correspondent aux besoins de nos clients, soit de la sécurisation pour ceux qui ont besoin de prix fixes sur la durée, soit d'offres plus flexibles qui permettent d'aller capter 100% du coup des prix de marché, de la volatilité qui existe sur le marché. Et justement, dans les périodes qu'on a pu vivre en mars avec la guerre en Iran, comment vous faites en fait parce que vous êtes un peu pris entre d'un côté la volatilité, comme tu le disais, des prix de gros, et puis de l'autre côté le désir de protéger tes clients et de leur donner l'offre la plus compétitive. Comment tu gères ça? En fait, pour nous, il y a quelque part rien de neuf en fait. Déjà, l'ARENH, comme je disais, ça faisait longtemps qu'on savait qu'elle allait disparaître pour ce bandeau de sécurité historique. Et pour la volatilité, celle d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, elle est presque pas très importante par rapport à celle qu'on a déjà vécue en 2022. Et très classiquement, on se couvre. C'est-à-dire que quand on vend des offres à prix fixe, on se couvre à l'avance. Instantanément. D'accord. Donc vous n'êtes pas en risque. On n'est pas en risque. Donc ça répond à ta question. Okay. Et puis surtout, encore une fois, je pense que nous, notre but, quand je dis fournisseur d'économie d'énergie, c'est de donner les moyens aux gens, de les accompagner à trouver des solutions qui leur permettent de déplacer leur groupe de consommation
ou d'avoir des offres qui correspondent à leur profil de conso. C'est en ça qu'un fournisseur alternatif amène une valeur complémentaire au marché par une liquidité des offres et un accompagnement aux gens d'aller capter dans la volatilité les creux et se protéger des hausses. Et est-ce que tu as le sentiment que dans les habitudes de consommation des Français, cette notion maintenant d'acteur, de faire appel à un acteur alternatif, c'est rentré dans les mœurs? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore un énorme travail à faire? Alors, la réponse pourrait être ambivalente, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie... Les entreprises ont tous compris. Oui, dans la globalité, ça c'est clair. presque un non-sujet. D'où l'intérêt de votre activité B2B. Voilà. Pour les acteurs, pour le marché du particulier, c'est un marché, comment dire, peut-être un peu plus politisé ou avec des dimensions différentes. Un choix de particulier, c'est pas la même réflexion qu'un Bien choix sûr, d'entreprise. c'est pour ça, C'est pas la même démarche de évidemment. consommation. Donc certains restent attachés à l'acteur historique. Voilà. Ça peut s'entendre. Ouais. Et d'autres ont très bien compris, en fait, le fait qu'il y ait des fournisseurs alternatifs qui offrent des nouvelles offres. D'où, pour nous aussi, le repositionnement qu'on effectue en B2C pour répondre à ces clients. Nous, on fait un parallèle ici chez Meilleur Taux Placement. C'est un peu le même parallèle que des gens qui continuent encore à acheter leur contrat d'assurance vie plus cher dans des banques, alors qu'ils pourraient avoir des acteurs comme nous qui sont plus agressifs. Vous avez signé un contrat important avec le groupe Rico Bono. Vous avez dit que c'était transformant même. Ouais. Est-ce qu'on peut attendre d'autres contrats comme celui-ci? Écoute, je nous le souhaite, évidemment. Pourquoi c'est transformant? Peut-être il faut expliquer ça d'abord. Absolument. En fait, Rico Bono, 100 gigawattheures, ça signe, ça acte notre capacité à accompagner des clients industriels multisites sur des offres complexes. C'est difficile de faire beaucoup plus complexe. Il y a certes des plus gros groupes qui existent encore, mais on grandit crescendo. L'année qui vient, on continue à s'organiser pour aller chercher plus de contrats de ce genre-là, de ce type-là, mais on est très attentif aussi à la diversification de notre portefeuille. Un portefeuille que de grands comptes, ça emporte le risque d'être soumis à la perte d'un client. Bien sûr. Bien sûr. Vous ne voulez pas de dépendance. Voilà, on vise un portefeuille équilibré. Pour l'année qui vient, 25% de nos volumes de signatures autour des grands comptes. Et après, est-ce que c'est des contrats à 20, 30, 50 gigawattheures? C'est l'avenir qui nous le dira. Alors sur les particuliers, on entend une petite musique quand on t'écoute. On a l'impression quand même que vous avez développé plutôt que vous voulez développer une stratégie qui est plus tournée vers la valeur. Tu as commencé à en parler que simplement vers le volume. Est-ce que je résume bien ou est-ce que c'est votre orientation? Tout à fait. En fait, dans un marché plus mature, il y a une complexification de la gestion de son ROI. Donc la rentabilité aujourd'hui, elle passe autant par la qualité du portefeuille client que par la quantité. Alors, ça a toujours été vrai, mais ça l'est encore plus. Donc on ne se prive pas de vouloir grandir comme on l'a toujours fait. Ça fait maintenant 9 ans qu'on opère ce marché. On a eu des très beaux succès historiques en termes d'acquisition. Mais comme je le disais, une partie des clients ont compris les logiques d'optimisation d'offres historiques. Et donc nous, on cherche des clients qui s'engagent dans la transition énergétique, dans la durée. Et nous, au même titre que nous, on veut s'engager à les accompagner. Donc on cherche ce type de clients. Et le plus possible, ce sera toujours bienvenu. Donc le volume, oui, bien sûr, mais la valeur. Vous avez un chiffre d'affaires en hausse à peu près de 30%. On sait que l'environnement, il est quand même concurrentiel. Comment tu arrives à maintenir des marges? Comment j'arrive à maintenir des marges? Comme je vous le disais, ça fait 26 ans qu'on existe. Donc gérer notre P&L, c'est quelque chose qu'on a l'habitude. Pour moi, il y a une vision complète du P&L. Donc les marges, certes, mais aussi tout ce qu'il y a sous la marge brute. Donc d'abord 30% d'augmentation, cette croissance, elle est somme toute relative. On a signé 440 gigawattheures l'année passée dans un marché de 175 000 gigawattheures. Donc il y a de la place. Là encore, il y a un peu de place. La croissance, c'est peut-être pas celle-là qui va écraser nos marges. Par contre, il y a une intensité concurrentielle qui réaugmente avec une normalisation du marché. Et nous, la manière de défendre nos marges, c'est continuer notre montée en gamme, simplement, de l'offre, assez classiquement. L'accompagnement de nos clients, on voit que c'est en train de résulter dans aussi de la fidélisation plus accrue, baisse des coûts d'acquisition. Donc au final, on garde un mix marge sur coût direct qui reste intéressant. Alors tu viens de le dire, vous avez sécurisé 440 gigawattheures de contrats pour les années à venir.
Est-ce que vous avez une très belle visibilité sur vos revenus pour les années à venir? J'ai envie de dire oui, plus Oui. que jamais auparavant. Plus que jamais Parce qu'en auparavant. fait, C'est historique, hein, évidemment. Voilà, cette diversification, on en tire aujourd'hui les premiers fruits. Mhm. C'est-à-dire que nos clients B2B sont engagés dans la durée quand ils signent un contrat, à l'inverse du B2C. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais que les business models sont complémentaires. Et donc aujourd'hui, un tiers, et à la fin de l'année, probablement la moitié de nos volumes futurs sont sécurisés sur des marges sécurisées avec une durée d'engagement connue. Donc aujourd'hui, je suis Donc tu dors bien la nuit? beaucoup mieux qu'en 2022. Ah ben j'imagine. Avec 30 millions d'euros de trésorerie nette, aujourd'hui, tu as des moyens de tes ambitions. Est-ce qu'il y a, par exemple, des idées de croissance externe? Les croissances externes, on a toujours ça en germe dans la tête. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet qui a trouvé notre intérêt. Après, il faut aussi dire que dans un marché qui était encore très volatile, qui se redressait après la crise, et avec un lancement d'activité vers des clients B2B, c'est un actif stratégique d'avoir une base de trésorerie solide qui montre notre sérieux et notre capacité à durer. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, aujourd'hui, cette croissance client, elle vient également immobiliser de la trésorerie. Bien sûr. Au regard du fait qu'on couvre, comme je vous te le disais, à terme nos clients. Donc, Bien sûr. plus on se développe, au plus on couvre. On a des besoins de trésorerie en caisse, mais qui sont immobilisés par certains aspects. Donc aujourd'hui, pour le futur, pour répondre à ta question concrètement, on se prive d'aucun projet potentiel. Si ça répond à notre plan stratégique, on regarde les cibles dans Il n'y a pas d'obligation. Voilà. S'il y a une opportunité, tu vas la saisir. Je pense que les opportunités que je regarde aujourd'hui, c'est l'accélération de la transformation vers fournisseurs d'économie d'énergie. Donc, c'est ce qui concerne les services énergétiques. Mais pour autant, dans la gestion de la trésor, ça peut se traduire par une levée de cash. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser mon cash. Je compris. On a beaucoup de questions sur notamment l'impact qu'a eu la situation en Iran avec la volatilité qu'on a connue au mois de mars. Comment vous avez vécu ça et comment... Alors tu y as un peu répondu, tu as dit quand on a vécu 2022, en fait, c'est presque business as usual. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est un point important, c'est que le gaz en France, dans le marché de l'énergie, mais en particulier en France, n'impacte plus du tout autant les prix de l'électricité comme il l'a eu fait en 2022, où on avait également une crise des moyens de production. En fait. Bien sûr. Donc notre portefeuille gaz aujourd'hui, de clients gaz, ça représente une part assez minoritaire, certes intéressante de notre portefeuille global. Donc le fait qu'on soit couvert et que les volumes ne sont pas énormes, ça ne m'impacte pas. Je le vois plutôt comme, encore une fois, j'essaie de voir les opportunités. C'est-à-dire qu'on avait des prix fixes en place, des clients viennent souscrire, et puis du coup, nous, demain, de réadapter les prix, et encore une fois, d'accompagner nos clients, parce qu'il faut leur expliquer qu'en fait, les particuliers en France bénéficient de prix de protection à travers des prix lissés. Et c'est pas comme pour le pétrole. Les prix du gaz, ils vont augmenter d'ici 2 mois, globalement, dans le marché. Et dans 2 mois, comme tu le disais dans ta newsletter, il n'y aura peut-être plus la guerre. En fait. Évidemment. Et les gens vont avoir du mal à ce moment-là à comprendre pourquoi ils payent plus cher. Donc, encore une fois, une logique d'accompagnement et de protection sur la durée. Gaël, on arrive à la fin et puis je vais te demander un peu la question traditionnelle que je demande à tous mes invités. C'est aujourd'hui, comment tu convaincs les gens qui nous écoutent de rentrer sur le marché, sur Mint, de devenir actionnaire de Mint et de considérer Mint un peu comme une vraie valeur de transition énergétique? En fait, Mint, pour moi, c'est l'acteur qui se positionne sur l'accompagnement des entreprises dans leur transition énergétique, certes écologique, mais aussi énergétique, c'est-à-dire l'électrification. Bien sûr. Comme je vous l'ai dit, il faut être électrifié pour plus être soumis au prix du gaz et la sobriété. Ça, les entreprises, aujourd'hui, elles ont compris qu'il fallait aller vers là parce que c'est un élément de subsistance. C'est plus un élément de performance. C'est le centre même de la capacité à vivre plus tard. Avec ce qu'on développe, Mint, on est armé aujourd'hui pour aller capter ce changement des habitudes. Et en tant qu'acteur qui a 26 ans aujourd'hui... C'est important, tu as raison de le répéter parce que c'est important, parce que tu as une connaissance parfaite du B2C. Connaissance parfaite, et puis surtout de maintenant quasi 10 ans dans le marché de l'énergie, une structure financière solide, des preuves de fonctionnement de ce qu'on développe. Je pense que la croissance est devant nous et on a les moyens pour y arriver. Donc c'est important d'avoir une valeur comme nous dans son portefeuille.
Gaël, je rappelle que tu es directeur général de Mint et que tu dors mieux la nuit depuis 2022, ce qui est quand même important. Ouais, ça, c'est les bases de la croissance, je pense. Exactement. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.